Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bon lundi matin. Je suis très contente de vous retrouver ce lundi 25 mai 2020 et j'espère que vous allez bien. Sur ce, on va faire le tour d'horizon de l'actualité concernant la COVID-19 avec Magali Alcius d'Ocajou, Madame Caroline Bourgeois, la mairesse Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Monsieur Jacques Laurent, directeur funéraire chez Magnus Poirier, ainsi que la conseillère municipale à Rivière-des-Prairies, Madame Nathalie Pierre-Antoine, et Monsieur Josué Corville, conseiller municipal à Saint-Michel. Alors, écoutons Magali. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Je m'appelle Magali Alcius d'Ocajou. Permettez-moi de faire un rappel. Alors, pour vaincre le coronavirus, il faut respecter les règlements de la santé publique, suivre les consignes sanitaires, respecter la distanciation de 2 mètres. Il faut se laver les mains, porter le masque, porter de gants, limiter les déplacements pour combattre la COVID-19. C'est ce que j'aimerais partager avec vous. Merci de votre écoute. À la prochaine, Dieu voulant. On continue avec la mairesse à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Madame Caroline Bourgeois. Ce lundi 25 mai 2020, on reçoit la mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Madame Caroline Bourgeois. Madame Bourgeois, bonjour et bon lundi matin. Bonjour à vous. Alors, Madame Bourgeois, merci de votre participation à l'émission spéciale concernant la COVID-19 à Radio Centre-Ville. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet, est-ce que vous voulez vous présenter à l'auditoire qui nous écoute? Oui, écoutez, merci de me donner l'opportunité de le faire. Donc, je vais me présenter Caroline Bourgeois, oui, mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. En fait, je suis mairesse depuis décembre 2018, où j'ai été élue dans le cadre d'une élection partielle. Donc, ça fait déjà 1 an et demi que j'ai fait le grand honneur de représenter les citoyens de l'arrondissement. Et puis, je crois que c'est la première fois là, que je participe à votre émission et j'en suis bien heureuse. Même si, franchement, j'aurais préféré de le faire dans d'autres circonstances. Vous me permettez de vous demander comment vous avez vécu votre confinement, hein? Et au fait, c'est une très bonne question parce que comme tout le monde, on roule souvent, on le sait, notre vie avant la COVID, on dirait que ça fait une éternité, mais bon, ça fait 2 mois environ, mais on a l'impression qu'ils sont des années en arrière de vous, donc c'est tout s'arrête du jour au lendemain, hein. C'est vraiment, moi je me rappelle très bien, là, la première journée de la conférence de presse de premier François Legault, j'étais bien sûr au bureau d'arrondissement, la journée était chargée jusqu'en soirée, assemblée citoyenne en soirée, le lendemain, des différents événements avec des clubs dansants aussi de l'arrondissement. Et là, vraiment, puis donc, des différentes rencontres, et là, vraiment, tout prend le bord, là, on va se dire. Vraiment, on rentre dans une crise sanitaire qu'on n'avait jamais imaginée. Ce qui fait que moi, c'est bien sûr ma maison qui est devenue mon quartier général, donc assez rapidement, puis je suis aussi mère d'un jeune enfant, donc aussi, on change complètement, on bouscule, bien sûr, notre vie pour se concentrer, bien sûr, là, tout mon temps à mes charges
intérêt parce qu'il y avait beaucoup de choses là, qu'on a dû prévoir, qu'on a dû notamment au départ, au début de la crise, bon, la fermeture des installations municipales, c'est important, et qu'il y avait plusieurs même organismes communautaires qui occupaient les espaces, mais ces organismes-là offrent une aide directe souvent à la population, donc de trouver des nouveaux lieux, de le faire en vertu des mesures de sécurité publique, d'organiser aussi de tout ce qui est de ressources humaines, des employés de l'arrondissement, les employés de la ville, donc donner des orientations claires, s'assurer que les gens soient protégés, donc ça a été tout un branle-bas de combat en un espace-temps ultra limité, personne à définir. Est-ce que vos citoyennes-là ont été un peu conciliants? Oui, ben moi je vous dirais que les gens sont conciliants, mais ont bien sûr plusieurs inquiétudes. Moi j'essaie d'être la plus active possible, notamment là, j'invite vos auditeurs qui veulent me suivre sur ma page Facebook. Là. Donc je suis entrée Caroline Bourgeois. Bon, j'ai une page où je diffuse plusieurs fois par jour des informations en lien avec la COVID-19, questions qui se passent dans le quartier, et les gens ont beaucoup de questions. Et c'est je dirais probablement une des fois dans ma vie où j'ai le moins de réponses à toutes les questions. Parce que c'est une situation qui évolue constamment. Je vous dirais, on n'a pas toutes les réponses à ça. Qu'est-ce qui fait exactement? Pourquoi notre quartier a été particulièrement touché plus que d'autres? On est capable, oui, bon, de dire, en raison notamment d'une proportion plus importante de travailleurs de la santé dans le secteur, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une transition communautaire plus importante que dans d'autres quartiers? Ce sont des choses qui sont difficiles à pas avoir de réponse précise. Et ça, faut l'accepter, et ça, je vous dirais, mais il faut l'accepter en même temps, tout en travaillant pour avoir ces réponses-là, mais la situation évolue, et puis c'est quelque chose qu'il faut accepter, oui. Alors, comment va le dépistage là? Les gens sont au rendez-vous, vraiment, pour les cliniques mobiles qui ont eu lieu à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, notamment, il y a eu, bon, juste la semaine dernière, et puis je dirais depuis la semaine dernière et demie, là, bon, 6 jours de dépistage qui ont eu lieu à Rivière-des-Prairies. Il y a eu aussi et à chaque jour, là, on atteignait ou dépassait même l'objectif qui était prévu en termes de tests possibles. Du côté de Pointe-aux-Trembles, maintenant, il y a aussi au site du CLSC, le site extérieur, il est possible pour les gens de pouvoir se rendre, puis toujours de sans rendez-vous. Et les gens sont là, les gens vont se faire dépister, et ce qu'on observe, je touche du bois, là, c'est sûr que bon, la situation évolue de jour en jour. Là, on voit le nombre de tests augmenter, mais depuis quelques jours, les hausses sont moins importantes que les dernières semaines du nombre de cas. On souhaite de tout cœur que ça se poursuive ainsi. Madame Bourgeois, comme le Premier ministre du Québec, M. François Legault, a donné le feu vert pour la réouverture des commerces là, ce lundi 25 mai, là, comment vous prévoyez la reprise des activités dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies à Pointe-aux-Trembles? Tout le monde devrait être très discipliné. Et ça, là, c'est vraiment, il faut tellement pas relâcher tous ces efforts-là qui ont été menés. La pire chose qui pourrait nous guetter, c'est vraiment de dire, on laisse tout derrière nous, on vit comme on vivait il y a 2-3 mois. Ça, c'est la pire chose. Il faut vraiment qu'on soit discipliné. Premièrement, le port du masque pour le visage, il est essentiel. Il faut que les gens, quand ils sortent de la maison, il faut prendre cette habitude-là. Et lorsqu'on fréquente des commerces, c'est tellement important, il faut pouvoir le porter. Il faut respecter la distanciation sociale de 2 mètres. Les gens, c'est ça, faut pas retourner nécessairement à des habitudes qu'on avait avant le confinement, parce que sans je pense qu'il n'y a personne qui veut revivre, puis on veut surtout pas avoir une augmentation fulgurante de cas et malheureusement des situations tragiques comme on a connues. Avec ce beau temps, le beau soleil là qui commence là, les citoyennes de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, là, ça va être réjouissant pour eux un peu. Bien sûr, puis je comprends, hein, on veut tous aller prendre quand même quelques rayons de soleil, ça fait du bien pour la santé physique, la santé mentale, c'est certain. Puis on a cette chance à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, de pouvoir compter aussi sur des espaces verts qui sont nombreux, qui sont grands. Donc moi, j'invite bien sûr les gens à utiliser, à fréquenter, à se rendre dans celui-là. Mais il faut pas des rassemblements, là, des groupes nombreux, là, c'est pas possible. Il faut maintenir cette distanciation sociale de 2 mètres. Il faut
vraiment pouvoir appliquer les mesures, les directives de santé publique parce que oui, il fait bon d'aller prendre l'air, puis j'encourage les gens de le faire, mais il faut le faire de façon responsable en écoutant les directives parce qu'on peut pas se retrouver ça a été même durant la crise, je me souviens, à un moment donné, les gens disaient, c'était de la pression pour devriez fermer les parcs. Mais en même temps, quand on habite à Montréal, puis qu'on n'a pas toujours la chance de compter sur notre cour arrière, ça fait du bien de pouvoir se rendre au parc, de pouvoir marcher, que les enfants puissent courir. Mais l'important, c'est ça, c'est vraiment de respecter la distanciation sociale de 2 mètres et d'éviter les rassemblements. C'est pas trop compliqué pour concilier la tâche maire, la mairesse de Rivière-des-Prairies à Pointe-aux-Trembles, la vie privée, les activités, la famille. Comment vous arrangez pour concilier tout ça? C'est un beau défi, mais en même temps, je sais que je fais partie, je suis privilégiée quand même de pouvoir, j'ai aucune raison de me plaindre quand je sais que plusieurs, peut-être même parmi vos auditeurs, ont été obligés ont perdu leur emploi. J'ai aucune raison de me plaindre. Bien sûr, ce sont des défis d'organisation familiale, mais les gens sont bien compréhensifs. Maintenant, on est tous par vidéoconférence, puis c'est certain que ça arrive souvent qu'un petit coucou qu'apparaisse de mon garçon dans les rencontres. Je suis même étonnée de ne pas encore l'avoir entendu durant l'entrevue, mais ça fait partie et je sens il y a une grande solidarité aussi au Québec avec tout ce qu'on traverse et de supporter aussi peu importe si on est parent ou même si on peut être un proche aidant. Donc, c'est vraiment, ce sont des situations qu'on n'aurait pas, personne n'aurait pu imaginer, mais c'est une question d'adaptation à l'organisation. Est-ce que c'est votre première participation à Radio Centre-Ville? J'ai eu l'occasion de parler à quelques-uns de vos collègues, mais ça, c'est ma 3e participation déjà à Radio Centre-Ville, ma 2e. Mais écoutez, moi, j'espère en tout cas que ça sera pas, que ce soit pas la dernière. Ça, vraiment. Ça, c'est vrai. L'occasion de nous reparler. Tout à fait, parce que nous, là, si vous voulez bien, on va être toujours en contact pour pouvoir informer la communauté montréalaise en général, quoi. Ça me fera plaisir. Oh. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou on peut clore l'entrevue? On aura bien sûr l'occasion de nous reparler, je le souhaite bien, mais d'ici là, je demande vraiment à tout le monde de garder le moral. Je sais que c'est pas facile, qu'on vit une situation qui est difficile et souvent on est coupé aussi des gens qu'on aime, mais vraiment c'est un moment qui est difficile à passer, mais il faut tenir bon. Je suis optimiste quant à la suite des choses qu'on pourra se retrouver, mais d'ici là vraiment de prendre soin de soi. On vit une crise qu'on n'aurait pas pu imaginer, mais moi ce que j'ai envie de dire, c'est tenir bon, de garder même si c'est pas toujours facile parce qu'on est souvent coupé des êtres que l'on aime, mais on va les retrouver. Et puis là, ce qui est important, c'est vraiment de prendre soin de soi pour la sécurité, pour notre propre sécurité, mais surtout aussi la sécurité des autres. Donc, les bons jours arriveront, mais là, il faut tenir le coup et garder le moral. Est-ce que vous avez le dernier bilan là dans nos CHSLD, à l'hôpital, etc.? Est-ce que vous pouvez nous donner cette information-là? Je vous dirais, c'est sûr que c'est un bilan qui évolue à tous les jours. En date du 19 mai, à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, on parle de 1755 cas qui ont été répertoriés dans l'arrondissement, dont je vous dirais environ près de 30% des cas qui proviennent de travailleurs dans le milieu de la santé, ce qui nous donne quand même là, une idée. Puis en milieu fermé, là, donc en résidence de personnes âgées, en CHSLD, en milieu hospitalier, on parle de 110 décès qui ont été enregistrés pour l'arrondissement. Et ça, c'était en date du 19 mai dernier. Alors, Madame Caroline Bourgeois, c'est votre émission. Dès que vous avez une information pertinente à partager à la communauté, vous n'avez qu'à nous appeler et on partage l'information avec la communauté montréalaise en général. Mais ça me fera vraiment plaisir et ça a été une très belle rencontre avec vous. Merci de m'avoir invité. Alors, bon succès. Merci à vous. Prenez soin de vous. Pareillement. Merci, bye. Merci. Au revoir.
poursuit avec le directeur funéraire chez Magnus Poirier, Monsieur Jacques Laurent. Chers auditeurs, chères auditrices de Radio Centre-Ville, à l'émission spéciale relative à la crise que nous vivons actuellement, nous allons faire le tour d'horizon de l'actualité avec Monsieur Jacques Laurent. Alors, sur cette note, on dit bonjour et bon lundi matin à Monsieur Jacques Laurent. Bonjour Madame Céliac, ça fait un plaisir d'être dans votre émission ce matin. Alors, je suis Jacques Laurent, je suis directeur funéraire, je travaille pour Magnus Poirier. Ça fait à peu près 10 ans que je fais ce travail que je suis en train de faire. Alors, je suis d'origine haïtienne, je suis né en Haïti. J'ai fait mes études là-bas et puis je suis venu au Québec pour continuer avec mes études. Finalement, je me suis ramassé en tant que directeur funéraire. C'est ça. Alors, félicitations. Qui est Monsieur Jacques Laurent? Comment vous avez vécu votre confinement comme tout le monde, quoi? Bon, moi, je peux vous dire, le confinement, pour moi, dès le commencement, c'était un peu difficile. Parce que moi, je suis pas la personne vraiment qui va me mettre en confinement parce qu'il faut que je bouge toujours. Quand le gouvernement a dit que le domaine funéraire, c'est un service essentiel, j'étais très content parce que rester chez moi, c'était pas vraiment quelque chose de facile. Moi, m'enfermer en tant qu'après-mur, sans doute, je vais commencer à manger du poids. Mais par contre, j'ai continué à faire ce que j'ai toujours aimé faire, c'est de servir comme les familles endeuillées et puis de prendre soin de ces personnes qui sont décédées. Par contre, moi, de mon côté, dans le milieu funéraire, c'est la première fois que le monde voit une chose pareille. Il y a du monde qui sont là-dedans, ça fait des années. Moi, je parle avec des anciens aussi. Par exemple, Claude Poirier, président du conseil d'administration de chez Magnus Poirier, il m'a dit, c'est la première fois que ça arrive, mais par contre, les autres ont eu quelque chose de même, surtout avec les enfants, le polio. Je sais que moi, je n'étais pas encore né, peut-être où j'étais déjà né, mais on n'a pas connu ça. Il m'a dit, ça se ressemblait à ça, mais c'était pas une pandémie. Mais Jacques Poirier a dit, lui, c'est la première fois qu'il vit une chose de même dans le milieu funéraire. Et tout le monde, tous les gros directeurs, tous les présidents des entreprises funéraires, ils disent la même chose. C'est la première fois que ça arrive dans notre pays. Alors, nous autres, mon confinement, je veux dire, j'étais plus pour les autres qui ne pouvaient pas sortir, qui ne pouvaient pas vraiment aller vaquer leurs occupations. Mais moi, j'ai toujours, à tous les jours, au contraire, j'ai travaillé encore plus. Rentrer à la job à 7h du matin, puis rentrer chez moi à 10h du soir, c'est la première fois que je fais ça aussi. Sauf quand il y a dans le milieu funéraire, il y a beaucoup de décès, c'est ça, on est là-dedans. C'est ça, Madame Céliac. Comment vous vivez avec ça? Parce qu'il faut mettre des masques, des gants. Est-ce que ça dérange un peu ou vous vous conciliez avec? Moi, je peux vous dire, porter des masques, porter des gants, oui, je le fais des fois. Mais je ne le fais pas tout le temps. Au contraire, les familles qui viennent me rencontrer protègent les gens. Et ça me protège aussi. Moi, je dis, écoute, je dis merci à ces familles-là, parce que ces familles se protègent. Et en même temps, moi, je me protège de ces personnes-là parce qu'ils protègent des gens. Et dans le milieu funéraire, personnellement, c'est pas la personne qui travaille pour Magnus. C'est Jacques Laurent qui dit, je peux pas me cacher le visage pendant que je rencontre une famille qui est en deuil. Il faut que la famille voit vraiment ma bouche, mon visage, c'est quoi je dis, mais tout en gardant notre distance. À distance, il faut le garder. Ça, c'est la chose la plus importante. Laver les mains, se désinfecter, c'est pas juste les mains, c'est le visage aussi. Il y a du monde qui pense que c'est juste les mains. Oui, les mains, on touche, mais n'oublie pas le visage. C'est la partie la plus exposée et que tout rentre parce que n'oublie pas, c'est volatile, hein. Le virus qui éternue et écoute, ça reste dans l'air, tu passes, ça tombe sur tes vêtements, ça tombe sur ton visage, ton visage, n'oublie pas que ta main touche ton visage, c'est ça. Mais il y a tout le monde, il faut éviter de sortir et dès que c'est pas nécessaire. Il faut qu'ils restent chez eux, malheureusement, c'est comme ça. Et moi, je peux vous dire, Madame Céliac, désastreux ce qui arrive, c'est désastreux. Tout à fait. Vu que depuis le mois de mars dernier, on a une émission spéciale. L'émission spéciale, comme je disais au début de mon introduction, c'est pour informer la collectivité. Oui, moi, je
peux ajouter quelque chose. La pandémie, moi, en tant que personne, chaque chose qui arrive, je tire une leçon dedans. Avoir ça, c'est pour dire que on doit continuer à garder confiance. On doit continuer à garder espoir. Je ne sais pas d'où ça vient, d'où ça sort. C'est où on va y aller avec ça. C'est où? Je ne sais pas. Mais par contre, en tant qu'être humain, nous sommes des soldats. Et il faut qu'on continue à combattre ça. Il faut l'effacer. Voilà, c'est mon but. D'effacer cette pandémie. D'effacer. Et comme ça, nous, les êtres humains, on va dire, waouh, c'est notre liberté. Parce que je pense qu'on est plus libre. On peut rien faire, on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire ce qui nous tente de faire. Et écoute, moi, je ne peux pas voir ma famille, je peux pas voir mon frère, je peux pas voir ma soeur. Pour vous aussi, c'est la même chose. Oui. Dès que vous n'habitez pas à la même adresse, et vous ne pouvez pas se coller. Oui. Vous gardez la distance. Écoute, moi aussi, j'ai eu des gens de ma famille qui sont décédés. Malheureusement, on passe à travers, mais n'oubliez pas, il y a le deuil. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est les enfants, l'épouse, et la maman, le papa qui vivent un deuil. Non, c'est l'entourage de cette personne décédée qui doit vivre le deuil. Oui. C'est pas juste les familles de sang. Il y a les amis, il y a les confidents, il y a les partenaires. Tous ces gens de personnes vivent un deuil. Mais ces gens de personnes-là, ils ne peuvent pas venir voir une dernière fois celui-là qui est décédé. C'est pas facile. Et dans notre formation à nous, voir une dernière fois cette personne qui est décédée, ça fait pas. Et c'est une étape du deuil. Pour accepter, ok, c'est bien lui qui souffre dans ce cercueil, ok, c'est parfait. Alors, on passe à l'étape suivante. Mais on ne peut plus faire ça. En tant qu'humain, comme si le cercueil est fermé, on dit dans notre tête, est-ce que c'est bien lui qui s'ouvre là-dedans? Est-ce que le cercueil est vide? Est-ce qu'il y a quelque chose? Maintenant, un doute dans la tête des autres, mais si c'était moi j'aurais pensé ça. Moi, j'aurais pensé pareil. C'est ça. On est rendu là, madame. Alors, vous pouvez expliquer aux gens qui nous écoutent là présentement les formalités essentielles à remplir pour des funérailles comme ça? Moi, je peux vous dire, présentement, comme nous autres, le milieu funéraire, on n'a pas le choix de suivre la santé publique du Québec. Il faut se courber au règlement, au principe. On ne peut pas mettre quelqu'un qui a atteint de la COVID-19 dans un mausolée. Mais par contre, on peut quand même enterrer cette personne. La famille peut quand même avoir un service adéquat. Mais avec le cercueil fermé, si la personne est vraiment c'est un cercueil scellé, ça doit être scellé, pour éviter l'échappement des gaz. Parce que quand on décède, on dégage des gaz robotiques. Il y a des cellules qui sont encore restées vivantes, alors ça dégage des gaz et on ne sait pas si en dégageant ces jeunes gaz, c'est pas dangereux pour le public. C'est pour ça et on ne peut pas embaumer quelqu'un qui a atteint de la COVID-19, on l'embaume pas. C'est pour ça qu'on le met dans un contenant scellé et à l'intérieur du cercueil. Mais on peut quand même faire une visite, une courte visite avec le cercueil et par la suite faire la cérémonie. On sait bien les églises sont fermées ces jours-ci. On a des chapelles un peu partout dans nos complexes et c'est ça. La famille peut venir avec leur pasteur ou bien un prêtre pour faire le service et par la suite aller au cimetière. Oui, on peut enterrer la personne. Oui, on peut avoir une visite. Mais il faut éviter les rassemblements. C'est une visite à tout instant, comme si tout est compté. C'est souvent la famille proche, la famille immédiate qui va. Pour les arrangements funéraires, comment ça se fait? Comment ça se passe? Ça se fait comme d'habitude, comme on le fait. Et on rencontre la famille, ou bien on le fait par téléphone, ou bien on le fait par courriel avec des photos, on envoie toutes les options aux familles pour que les familles puissent y faire un choix. Et si la famille ne peut pas se déplacer, on envoie des photos de cercueil, on envoie des photos dures. On prend du temps avec les gens au téléphone et il y a beaucoup d'échanges de courriel. Ou si quelqu'un peut se déplacer, on va se protéger. Si la personne a été en contact avec le défunt qui a atteint la COVID-19, là on n'a pas le choix, il faut se protéger pour pouvoir faire la rencontre avec la famille. Moi, je peux vous dire, Madame Sylvia, que j'ai toi avec les gens. Et oui, on change un service de procédure et sécurité. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, les contrats funéraires sont moins dispendieux qu'avant. Ouais. Pourquoi? Parce que maintenant, les gens, on n'utilise pas le service d'embauchement de laboratoire. S'il y a une maison funéraire qui vous change service de laboratoire pendant que la personne a atteint la COVID, excusez-moi l'expression, c'est de l'arnaque. On ne peut pas.
nous autres, on dit les vraies choses aux gens. Je ne fais pas de la publicité aux familles, ben d'ailleurs. Il faut dire la vérité. Mais on change une procédure et sécurité pour la préparation de ces personnes-là. Les personnes ne sont pas embaumées. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, on ne va pas vous changer les frais de laboratoire. Mais par contre, ça remplace les frais de procédure de sécurité. Et on ne donne plus le service de limousine parce que ça ne respecte pas la distanciation. La distance de mètres, ça ne respecte pas. On ne donne pas ça. Ça veut dire que quelqu'un qui voulait prendre 2-3 limousines, ben malheureusement, on ne pouvait pas. Il faut vraiment prendre votre voiture à vous. Et puis, c'est des pots de visite. C'est dans la chapelle. Il y a des frais que les gens ne payent pas. Pour ça, et que je peux vous dire, chez nous, d'après les contrats que j'ai l'habitude de faire, c'est moins dispendieux qu'avant. Ok. Oui. Bon. On doit attendre quand vous décaissez l'argent chez l'assureur. Madame Cyriac, depuis toujours, depuis que je suis dans le milieu funéraire avec Manus Poirier, j'ai seulement travaillé chez Manus Poirier, je connais pas, je sais pas comment fonctionnent les autres administrations des autres maisons funéraires. Mais je sais que Manus Poirier, nous autres, pourquoi attendre pendant qu'on sait très bien que la famille a signé le contrat pour enterrer la personne? Pourquoi attendre pendant qu'on sait très bien que cette personne va venir nous payer quand l'assurance va débourser l'argent? Nous autres, écoute, on fait confiance à nos familles et les familles nous font confiance. Je ne sais pas pourquoi d'attendre. Parce qu'il y a des compagnies d'assurance qui prennent 2-3 mois avant de payer la famille. Alors, on va attendre 2-3 mois avec un défunt à la mort, tandis qu'on pourrait le faire après 1 semaine, 2 semaines. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Après le funérailles, la famille, l'assurance envoie l'argent à la famille vient nous payer. Comme ça, chez Manus Poirier, je ne sais pas pour les autres places, je ne peux pas parler pour les autres places, mais pour moi, chez Manus Poirier, c'est comme ça qu'on fonctionne. Un préarrangement funéraire, vous allez le payer pendant X nombre de mois et vous allez finir de payer ça. Une assurance vie que vous avez pris dans le temps pour 10 000, 15 000, 20 000, ça fait 10-15 ans que vous payez ça, mais quand vous avez décidé, on va vous donner 10-15 000 $. Bon, c'est pas le directeur funéraire qui va vous appeler et c'est l'homme d'expérience qui va vous répondre et Jacques Laurent va vous répondre. On vous écoute. Moi, là, je dis toujours aux gens, pourquoi annuler un contrat d'assurance vie que vous avez pendant 10-15 ans pour venir prendre un préarrangement funéraire? Si vous annulez votre assurance vie, la compagnie d'assurance va rien vous donner. Ça veut dire que vous venez de perdre des dizaines de milliers de dollars. Je sais, faire un préarrangement funéraire, votre argent est là, c'est bon, quand vous avez décédé après 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est l'argent que vous avez payé qui va faire votre funéraire. Fine. Mais n'oubliez pas, il faut toujours assumer nos responsabilités. Moi, là, j'avais pris la responsabilité d'avoir une assurance de 10 000 $, et 100 $ ou 80 $ par mois. Ben, je vais continuer à le payer. Parce que si vous dites j'arrête, ben, vous allez tout perdre. Ouais. Vous allez perdre de l'argent en prenant ce temps et que oui, vous allez perdre de l'argent, mais vous voulez investir de l'argent pour vos funérailles. Moi, je vais éclaircir les gens aussi. N'oubliez pas, il y a assurance vie. Ça s'appelle pas assurance funéraire. Quand on prend une assurance vie, l'assurance vie, c'est pour les héritiers. C'est pour quelqu'un. C'est pour ma femme. C'est pour mes enfants que je prends une assurance vie. C'est pour avoir quelque chose de plus. C'est pour investir de l'argent. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de personnes, quand ils décèdent, quand il y a des parents qui vont m'éclaircir un peu. Quand cette personne-là décède, la compagnie d'assurance vous propose d'investir cet argent-là. Par exemple, c'est un investissement, une assurance. C'est pas pour prendre de l'argent pour payer des funérailles. Un pré-arrangement funéraire, c'est pour des funérailles. Mais une assurance vie, c'est un don. C'est un investissement que j'offre à quelqu'un proche de moi, à quelqu'un que j'aime. Et cette personne-là peut avoir l'argent, il peut décider pour dire que moi, je ne paye pas la maison funéraire avec. C'est son argent. Il n'y a personne qui peut le forcer. Oh oui. Laisse-moi vous dire une chose, Madame Cyriac. Dans une compagnie, il y a plusieurs départements. Et l'agent d'assurance qui vient vous rencontrer à la maison pour faire bien un contrat d'assurance, il fait partie du département de vente. Ok. Et le département qui vous donne de l'argent, c'est le département de réclamation. Ok? Si le département de vente n'a pas inscrit que l'argent appartient à 40% appartient à un tel, et je pense pas que la compagnie d'assurance peut dire que c'est la maison funéraire qui est bénéficiaire de 20% ou de 50% de cet argent-là. Je pense pas qu'ils ont droit. Légalement, je pense pas qu'ils ont droit. Ou bien vous mettez les héritiers ou la succession en tant que bénéficiaire, ou bien vous mettez un ou deux individus en tant que bénéficiaires. Sur une police d'assurance, la meilleure des choses,
c'est de faire un testament, d'aller voir un notaire. Les notaires ont été formés pour ça. C'est pour ça qu'il y a la chambre des notaires ici au Québec. Vous allez expliquer votre situation. Et le notaire, lui, il va mettre tel numéro de police d'assurance. C'est pour un montant de temps. Tel montant doit aller pour les funérailles de Madame un tel, et tant pourcentage pour un tel, tant pourcentage pour un tel, avec l'autre 50% qui va. Il faut qu'on commence à faire les choses légales. Si c'est dans la bouche, on va parler seulement. Moi, tout dans la bouche, moi, tout me fait sembler. C'est ça que le monde ne comprend pas. Oui, on fait confiance à l'être humain. On fait confiance. J'ai fait confiance à mon fils. Je fais confiance à ma soeur. Mais est-ce que votre soeur, moi, je dis toujours aux gens, il n'y a pas de mauvaise personne. Il faut toujours regarder dans l'ensemble des choses. Est-ce que pendant que ma tante est décédée, est-ce que moi, j'ai pas une dette qu'on va venir et prendre ma maison? Est-ce que j'ai pas un enfant que je dois envoyer dans un autre pays pour aller prendre un vaccin pour sauver sa vie? Est-ce que ma femme, il faut regarder dans l'ensemble des choses. J'ai de l'argent qui tombe, j'ai 20 000, j'ai 40 000. Au contraire, cet argent-là va m'aider à poursuivre mes études, à payer ci, à payer ça. Mais pensez-vous que c'est ce funérail qui va m'intéresser? Alors, on va faire une courte pause musicale et on revient avec notre invité, Monsieur Jacques Laurent. notre invité, Jacques. Laurent, Madame Syriac, le conseil, je vais le donner à Créole. Je ne sais pas si la radio va me permettre de lancer, de donner ces conseils-là à Créole. Moi-même, moi, c'est haïtien. Moi, j'ai toujours servi communauté haïtienne. Là, ça fait 10 ans de cela. Nous avons un gros problème dans la caille, nous ne pas parler. Parents, nous pas expliquer petit monde les vraies choses. Et c'est pour ça, nous rendons compte qu'il y a un pile petit monde qui par contre rien. Le yogon décès de la famille. Le maman mourit, le papa meurt. Deux, le côté légal, bien on va vous dire légal là. C'est le où prend une décision et puis au ciel devant un notaire. Mes amis, c'est pas ni un, ni deux, ni trois, ni quatre notaires haïtiens ou bien sa communauté. On peut même faire devant un avocat. Donc, il y a des gens qui, moi-même, je connais que, moi, il y a pile de monde qui me rencontre qui ne parle pas le français, qui ne parle pas le français. Il y a pile de monde tout, il y a pile d'autres professionnels qui parlent créole, même gens avec nous. Le problème dans la communauté, à vivre dans le Québec, alors c'est à grand affaire, à moi, ma faire. Mes amis, le truc, ça va tête. On a commencé à tuer ça dans la tête. On va un jeune haïtien qui vient formé dans la communauté, il est là pour nous faire tout mon service. Si une famille haïtienne parle, nous servir, bon, est-ce que ça me dérange? Non, ça ne va pas me déranger. Au contraire, une famille québécoise a une côté pour dire, Monsieur Laurent, je vais servir par vous. Est-ce que vous voyez? Parce que les connaît qui ça que nous avons fait, les connaît qui est foyer. Mais pour que ça y ait un haïtien parler rencontrer un haïtien, pour que ça y ait un haïtien parler avec un haïtien pareil pour éviter des problèmes pour les aider. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un vrai professionnel, il y a le côté confidentialité de la caille. Je ne vais pas expliquer ça, Madame Syriac Vindine, dans le job comme ça, parce que son père est confidentiel. Les filles me disent ça, je ne pas le conseil, et puis m'oublier dès que je sorti dans le poste. On oublier ça, je vais passer au suivant. Il faut que mon yo commence à penser aux vraies choses. Les amis, nous vivons en Canada, en tant que le Québec. Le nous avons des décisions à prendre, poser une question à les créoles, et puis pour nous répondre aux créoles, pour que comprendre nos monde qui ne comprennent le français. Parce que dans pile là, nous, on connaît que nous ne pas comprendre, mais nous dit que nous comprenons. C'est pas vrai. Il faut que nous essayions de penser avec vrai sens. Nous vivons dans nos pays, nous travaillons très dur, très très dur. Mais si on travaille très dur, il faut qu'on investisse l'argent là bientôt. Pour qu'on ait qui ça va acheter, pour qu'on ait qui ça va payer, pour qu'on ait qui ça va signer. Souvent qu'on va investir, il faut que vous bien expliquez soit investir. Si vous avez assurance vie, il faut que vous expliquez qui contrat d'assurance vie que vous avez signé. Est-ce que son assurance est temporaire ou bien permanent? Si vous avez un préarrangement funéraire en fait, il faut qu'on ait qui ça ou bien la donne. Il faut que vous dites qui ça va prendre et qui ça vient la donne tout.
Les amis, il faut que nous éclairions nous en 2020. Et nous, la pandémie, ça, c'est commencement. Moi, je dis tout le monde ça. C'est commencement, pas parce que nous allons gagner la vie rose que nous avons gagné avant. La vie plus dure. Il faut que nous-mêmes soyons plus intelligents que ça pour nous protéger tête, pour nous protéger entourage. Parce que si nous, des fois, le aller, le maman aller, le papa aller, on va prendre ça pour nous faire parce que par contre, il faut même qu'on ait une assurance socialement, mais même côté papier, maman, papa, c'est wow. Alors, en tant que parent, vous payez au éducation petit tout, vous êtes capable de faire petit tout confiance, parler avec petit tout. Et petit tout, parler avec parents, non. Il faut que nous faisons un monde qui capte 1, 2, 3 secrets, nous gagner la caille, nous. Pour si on va arriver, nous, pour nous dire, ah, nous sommes un tel qui dit une telle bagarre, oui, pour y aller à telle place pour le jouer. Moi, je peux vous dire, madame Syriane, le côté funéraire est très vaste. Il faut savoir vraiment c'est quoi vous voulez pour la personne. Est-ce que vous voulez faire une incinération? Est-ce que vous voulez enterrer la personne? Ou bien vous voulez mettre la personne dans un mausolée? Et incinération, il y a différents types de services pour l'incinération. Est-ce que vous voulez juste incinérer la personne et on vous remet les cendres? Est-ce que vous voulez incinérer la personne et faire un service avec les cendres, avec l'urne? Est-ce que vous voulez exposer la personne et après procéder à l'incinération? Mais par contre, parmi ces 3 options, c'est quoi vous allez faire avec les cendres? Est-ce que vous allez l'amener en Haïti? Est-ce que vous allez acheter un emplacement pour l'entreposer? Est-ce que vous allez l'enterrer dans un terrain? Est-ce qu'on peut savoir les 3 prix là? Oui, madame Syriac, si quelqu'un veut incinérer quelqu'un juste short de même, c'est quelque chose qui peut vous coûter 1495 avant taxe. On incinère la personne, puis on vous remet les cendres. Si quelqu'un veut incinérer la personne et après faire un service avec les cendres, une visite au salon, puis après avec une cérémonie, c'est quelque chose qui commence à partir de 3000 piastres. Si quelqu'un veut exposer le corps de la personne et après procéder à l'incinération, c'est un service qui commence à partir de 4500 piastres. Moi, je vous donne nos prix à nous, les prix de la maison funéraire à l'espoir. Et si quelqu'un veut des services funéraires pour inhumation, parce que moi, je vais vous donner le prix du côté funéraire, c'est quelque chose qui commence à partir de 7500 piastres. Et n'oubliez pas, il faut acheter un terrain pour enterrer la personne. Il y a pas mal de suivi, il y a pas mal de choses de côté funéraire. Parce que ça que mon des fois, d'une côté, mon côté, c'est une affaire pour une médias. Puis affaire pour une médias, allez, on a un côté pour une médias, ça, parce que moi, je connais que, mais ça a besoin, mais ça a besoin. Alors, si vous pensez, vous avez tout ça, tout là, à 8 piastres, faites-le. Et comme ça, souvent, quand une côté, vous avez raison, monsieur Laurent. Si vous voulez incinérer direct, vous avez ça, incinération directe. À chercher mon nom, nous faisons toutes les services administratifs, toutes les démarches légales pour vous, le côté gouvernemental. Donc, vous déposez mon nom en contenant de crémation, on procède à l'incinération, et après, on remet les cendres à la famille. Et le prix? 1495 $, ça commence chez nous. Ça commence à ça. Deuxième option, quand je dis ça commence à ça, madame Syriac, je dis à partir, il faut qu'on dise à partir, hein, parce que n'oublie pas, la famille peut décider de changer l'urne, de prendre une autre urne, de dire, écoute, je veux une urne qui coûte 600 piastres, je veux une urne qui coûte 1000 piastres. Ça va augmenter la facture. C'est pour ça qu'on dit toujours à partir. Si par exemple vous voulez incinérer la personne et après faire un petit service et dans votre chapelle et avec un célébrant, vous célébrer à vous et puis après partir avec l'urne, c'est quelque chose qui commence à 3000 piastres. Si quelqu'un veut exposer le corps de la personne et après procéder à l'incinération, le corps de la personne va être exposé dans un cercueil et par la suite, nous autres, on l'envoie au département de crémation pour procéder à l'incinération, c'est quelque chose qui commence à 4500. Et si la personne veut enterrer la personne, si la famille veut enterrer la personne décédée, ce sont des services qui commencent à partir de 7500 cachés. Ouais. Madame Syriac, on est présent, on est là pour tout le monde, pour répondre aux questions, pour nous quand les gens nous appellent, on est là pour les informer, Madame Syriac. Madame Syriac, c'est un grand plaisir de tout cœur pour pouvoir aider notre communauté. Un dernier mot pour terminer? Un dernier mot, je veux féliciter votre équipe et aussi tous les gens qui ont contribué à cette émission. Et moi, je peux vous dire bonne continuité. L'émission est là pour aider notre communauté. Et alors, Madame Syriac, bravo. Je peux juste vous dire bravo pour ce que vous faites pour la communauté.
Merci et puis à lundi prochain, Dieu voulant. Merci, bonne journée à vous. Pareillement. Bye. On continue avec la conseillère municipale à Rivière-des-Prairies, Madame Nathalie Pierre-Antoine et Monsieur Josué Corville, conseiller à Saint-Michel. Alors bonjour Marie-Claudette, bonjour à tous les auditeurs auditrices et particulièrement ceux de Rivière-des-Prairies et bien sûr une chaleureuse salutation à mon collègue Josué qui est aussi sur la ligne. Alors bon, vous savez, plus de 2 mois, nous sommes dans cette crise sanitaire sans précédent et c'est sûr que c'est un dossier qui est en évolution. Donc comme les auditeurs et les auditrices ont pu le voir, dans la dernière semaine, il y a eu des mesures de relâchement, de retour tranquillement à la normale qui ont été données par le gouvernement. Donc ce qui fait en sorte que nous aussi, au niveau municipal, tranquillement, on est en train de reprendre nos activités. Notamment le bureau du permis, les gens peuvent faire affaire. Alors moi, c'est sûr, je vais demander aux gens qui sont de Rivière-des-Prairies de consulter le site de l'arrondissement pour avoir vraiment le détail des reprises graduelles des activités ou le 311. Mais parce que effectivement le bureau d'accès Montréal est toujours disponible. Donc en consultant le 3.1, ils sauront exactement les reprises qui sont en cours, donc notamment comme je dirais le bureau des permis. Pourquoi? Parce que les constructions reprennent graduellement. Donc les gens qui avaient des maisons qui étaient en construction qui devaient être construites d'ici la fin de l'été, d'ici le 31 juillet notamment, il faut bien que le bureau de permis soit là pour répondre aux demandes. Les jardins communautaires aussi reprennent tranquillement et tout ça c'est bien sûr en respectant la distanciation du 2 mètres. On sait aussi que les camps de jour vont reprendre aussi et il y a des consignes claires au niveau de la santé publique, ce qui va faire en sorte que ce n'est malheureusement pas tous les enfants que les camps de jour pourront accueillir à cause de ces contraintes-là. Mais moi, ce que j'invite les auditeurs auditrices de faire, c'est de vraiment contacter le 311 et puis le 311 leur mettra en contact avec l'organisme qui s'occupe des camps de jour de leur arrondissement. Et il y a bien sûr tout le volet aussi de la crise en termes d'action précise. Donc à Rivière-des-Prairies, il y a une brigade qui Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles qui sillonne les rues pour pouvoir rappeler aux gens les consignes de distanciation du 2 mètres, le lavage des mains, le 20 secondes de lavage avec du savon et surtout le port du couvre-visage ou du masque, surtout lorsqu'on peut garder ce 2 mètres-là. Quand on est dans les lieux publics comme les commerces, le transport collectif, alors l'importance du masque et du couvre-visage. Donc ça aussi, ce sont des messages qui sont marqués par les brigades que nous avons pour Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Nous avons une distribution de masques qui continue de se faire. C'est sûr que la clientèle vulnérable à risque symptomatique est celle qui est priorisée. Les gens des HLM aussi, les quartiers les plus pauvres, mais aussi à l'intérieur de la brigade, c'est-à-dire le circuit que la brigade emprunte lorsqu'ils font une diffusion plus ciblée, notamment dans les stationnements des épiceries, etc. S'il y a des gens qui n'ont pas de masque, alors on leur offre bien sûr un masque aussi. Alors moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est aussi d'appeler le 311 si besoin il y a de masques ou de se référer aux organismes de leur quartier à qui aussi on a donné certaines quantités de masques. Je veux rappeler bien sûr le 211 qui est le numéro de référence
pour tout ce qui est soutien alimentaire, soutien social, soutien communautaire. Donc, en fonction de votre adresse, on saura où vous dirigez pour le besoin exprimé. Alors, c'est un numéro vraiment à garder. Là, c'est le fameux 211. Pour les mesures économiques, j'aimerais vous rappeler qu'il y a un numéro, le 514-394-1793. 514-394-1793. Alors, pour nos entrepreneurs, nos entreprises qui voudraient savoir ce que la ville offre en termes de soutien dans le cadre de cette crise-là, vous pouvez donc vous adresser à ce numéro. Donc, je vais rester là pour le moment. Je vais laisser Josué aussi de vous parler qu'est-ce qui se passe à Saint-Michel, bien sûr. Donc, merci Nathalie. Je veux saluer également Madame Syriac et tous les amis auditeurs de Radio Centre-Ville et particulièrement de cette émission. À Saint-Michel, dimanche dernier, donc pas hier, mais on a eu le 17 et le 18 mai une clinique de dépistage mobile au collège Reine-Marie. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le déplacement. Et également, le 18 mai, on a ouvert une clinique de dépistage permanent devant le Cirque du Soleil. Donc, c'est le stationnement du Cirque du Soleil. Et cette clinique est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h. Il y a aussi en planification une ou deux autres cliniques de dépistage mobile dans le quartier, mais on aura le temps de vous donner les indications précises. Également, en fin de semaine dernier, disons vendredi, samedi, le 22 et le 23, on a une autre distribution de plantes et de fleurs à Saint-Michel. Donc, c'était à l'ATOU, au stationnement de l'ATOU, en respectant les mesures de distanciation sociale. On a distribué des plantes et des fleurs à des citoyens qui avaient réservé. Également, je veux également souligner une initiative extraordinaire et qui, à mon avis, est très intéressante. C'est la Fondation des médecins canado-haïtiens, FMCH, l'Association médicale haïtienne, le ralliement des infirmières et auxiliaires haïtiennes qui forment le groupe FAR. Donc ce groupe-là met à la disposition de la communauté une ligne téléphonique où des professionnels de la santé parlent créole, répondent à leurs préoccupations ayant cours à la COVID. Le téléphone, c'est le 514-316-6790, 514-316-6790. Donc, si vous voulez avoir des informations dans notre langue, la langue créole, vous pouvez appeler le phare au 514-316-6790. On continue avec la distribution des masques dans le quartier Saint-Michel. Il va y avoir des masques qui vont être distribués par le CTMU. Il va y avoir des masques pour nos HLM et il va y avoir d'autres distributions que plusieurs organismes du milieu font. Donc c'est pourquoi j'invite aux gens, lorsqu'ils sortent, surtout lorsqu'ils utilisent le transport public ou quand c'est un peu difficile de respecter les 2 mètres, de porter un masque, un couvre-visage. Le fameux 2 mètres, c'est non négociable et il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon. Et n'oubliez pas, vous ne sortez que pour des besoins essentiels, l'épicerie, la pharmacie et aussi pour aller prendre de l'air. Donc, comme vous voyez, aujourd'hui, le 25, on commence à déconfiner un peu à Montréal avec les commerces, mais j'invite tous les citoyens quand même à être précautionneux. La pandémie n'est pas encore terminée, donc de faire attention, de respecter les directives de la santé. Pour ma part, en termes de dépistage, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Rivière-des-Prairies, effectivement, on a eu plusieurs cliniques de dépistage. Le virus est quand même, reste quand même présent, en plus grande partie à Rivière-des-Prairies, où 62% environ des cas dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, pour être autant, se retrouvent à Rivière-des-Prairies. Donc, j'invite bien sûr tous les citoyens à continuer à respecter les consignes. Si vous souhaitez bien sûr vous faire dépister, je dois vous dire qu'il y a une clinique en permanence qui est au CIUS de l'Est, plus particulièrement au CLSC de l'Est de Montréal, qui est au 13 926 rue Notre-Dame-Est. Donc, c'est une clinique de dépistage en permanence pour l'Est de Montréal, particulièrement, c'est dans le quartier Pointe-aux-Trembles, mais ça s'adresse aux gens de l'Est
incluant bien sûr les gens des Rivières-des-Prairies, 16 926 rue Notre-Dame-Est, 7 jours sur 7, 9h30 à 13h30, vous n'avez pas à prendre de rendez-vous, vous pouvez être dépisté à l'auto ou de façon piétonnière. Ce que vous avez besoin, bien sûr, c'est votre carte d'assurance maladie, mais si vous ne l'avez pas, juste une pièce d'identité va faire l'affaire. Donc, les personnes symptomatiques sont priorisées, mais même les gens asymptomatiques qui auraient été en contact possible avec quelqu'un qui a la COVID pourraient aussi se faire dépister. Vous savez que la clé du déconfinement, c'est bien sûr le dépistage permettant aussi de mieux comprendre les facteurs de risque de la propagation de la maladie. Donc, bien sûr, c'est un rendez-vous, là, autant à Rivière-des-Prairies qu'à Saint-Michel ou ailleurs aussi, lorsque des cliniques de dépistage sont déployées, de passer le mot et de dire aux gens, premièrement symptomatiques ou ceux qui sont asymptomatiques en contact avec des gens qui l'ont été, qui ont le COVID, d'aller se faire dépister. C'est un simple test, c'est pas trop compliqué. Ça vous permet ça permet aussi de vous rassurer si vous êtes un peu stressé, là, si vous pensez ou vous n'êtes pas certain de l'avoir. Donc, en quelques jours, vous aurez donc réponse à votre questionnement. Alors, voilà ce que moi j'ai. Je voulais ajouter. Puis aussi, moi, ce que je pourrais dire également, donc, c'est de vous rappeler qu'il y a 2 pétitions qui circulent pour les migrants. On en a parlé, celle de CHM et celle de Debout pour la dignité. Je vous invite à signer cette pétition afin que nos frères et nos sœurs qui œuvrent dans les CHSLD, qui n'ont pas encore donc leur papier d'immigration, puissent les avoir. C'est très important. Mardi dernier, c'était la journée nationale des préposés. Je tiens à remercier tous nos travailleurs de la santé qui sont dans notre communauté, qui œuvrent d'arrache-pied afin de pouvoir venir à bout de la COVID. Je tiens à les remercier et puis aussi faire preuve de solidarité en signant les pétitions qui se font. Je me joins à toi effectivement, Josué, pour remercier tous ces anges gardiens, ces gens qui chaque jour sont au front pour prendre soin des usagers, des patients et des résidents au niveau de la santé, des services sociaux. Et je mets sympathie aussi aux nombreuses personnes qui ont perdu des proches malheureusement dans cette pandémie-là. Je sais qu'à Rivière-des-Prairies, c'est plus d'une centaine de personnes qui sont décédées, qui habitaient Rivière-des-Prairies. Donc, même sympathie à leurs proches et à leurs familles. Et puis, avant de terminer, je veux demander aux parents de voir avec leurs jeunes, parce que dans plusieurs de nos parcs, on trouve beaucoup de jeunes qui ne respectent pas la distanciation. Nous savons que c'est un petit peu compliqué et complexe, mais les parents peuvent sensibiliser les jeunes. À Saint-Michel, on a notre terrain de tennis au parc Georges Verneau qui est ouvert depuis la semaine dernière. Donc, si vous voulez avoir des informations, plusieurs informations sur toutes les informations que je partage avec vous, vous pouvez appeler au 514 872 7800, 514 872 7800. Et pour ma part, si les gens veulent avoir plus d'informations, bien sûr, il y a toujours le 311, mais vous pouvez aussi me parler au 514-868-4052, 514-868-4052. Puis avant de terminer, à toutes les mères haïtiennes, car nous savons, et en fin de semaine, ça va être la fête des mères haïtiennes, je tiens à leur dire bonne fête des mères haïtiennes, à toutes nos mères qui sont comme foyer, et de fête des mères dans le seul monde. Oui, effectivement, c'est la fête des mères en fait, même des Antilles, je pense que même l'Europe, l'Europe aussi, donc pour mamans européennes et antillaises, incluant bien sûr les mamans haïtiennes, une bonne fête des mères, vraiment une belle journée remplie de soleil, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci et à lundi prochain, Dieu voulant. Merci, Madame Signac. Merci, Madame Signac. À lundi prochain. Ok, à lundi prochain et bonne semaine à toutes et à tous. Bye. Bye. Rappelons que
Pour vaincre la COVID-19, il faut suivre les consignes sanitaires, respecter les règlements de la santé publique, limiter les déplacements, respecter la distanciation de 2 mètres. Il faut se laver les mains. Il faut porter le masque. Il faut porter le gant pour combattre le coronavirus. Chers auditeurs, chères auditrices de Radio Centre-Ville, c'est ainsi que se termine notre émission spéciale. Nous remercions nos invités, nos chroniqueurs, chroniqueuses, nos bénévoles, nos supporters, nos sympathisants et tous ceux et celles qui ont collaboré, quitte de près ou de loin à l'émission. Un grand merci. On se retrouve lundi prochain, Dieu voulant. Mais restez branchés pour la suite de la programmation sur 102.3 FM Radio Centre-Ville. Votre serviteur, Marie-Claudette Syriac. Bye bye.